l'âme d'une certaine façon. Le 1er novembre 1984, en après-midi, Maurice Vien, 4 ans, joue avec un ami dans une ruelle du quartier montréalais d'Hochelaga-Maisonneuve. En acceptant d'entrer dans la voiture d'un inconnu, il ne se doute pas du danger qui le guette. C'est la dernière fois que l'enfant a été vu vivant. L'affaire Maurice Vien, ça fait 25 ans. Ça fait plus de 10 ans que j'ai quitté la police. C'est une de ces cicatrices à l'âme. C'est, quand je regarde 30 ans dans la police, c'est un échec. Il est environ 13 heures en ce lendemain de l'Halloween 1984. Maurice Vien joue dans la ruelle derrière chez lui où il vit avec sa mère et son jeune frère. Il est avec son ami Manuel Gagnon. Pour Francine, c'est une journée comme les autres. Rien ne laisse croire que sa vie s'apprête à basculer. Quand le petit Manuel fait irruption dans sa cuisine et lui annonce que Maurice est parti dans une voiture avec un étranger qui lui a promis des bonbons, elle sort en trombe et constate la disparition de son fils. C'est la panique. Elle rentre et bondit sur le téléphone pour appeler la police. Alors, c'est sûr que c'était un enlèvement. Pour moi, c'était pas une disparition, là. 4 ans, là, tu fais pas une fugue, tu te payes pas, tu sais, tu te payes pas comme ça, là. C'est sûr, là, quand le petit Manuel est arrivé et il a dit qu'il était parti dans une auto, là, pour moi, c'était sûr là, que c'était un enlèvement, là. C'était un kidnapping, c'est sûr, sûr, sûr. Yvon Lépine, l'un des premiers enquêteurs accourus sur les lieux, tente tant bien que mal d'apaiser la mère du petit Maurice. Écoutez, c'est une femme qui était démolie. Voyez? Son enfant de 4 ans est plus là. Il est parti en auto. Elle n'a aucune idée qui a pu partir avec son enfant. Elle savait pas quoi faire. Elle se promenait du domicile du petit Manuel, qui était quelques blocs plus bas que la rue. Elle se promenait de là à chez elle. On avait beau lui demander de demeurer chez elle, qu'on était pour aller la voir, que la rencontrer. C'était une personne là, vraiment en panique complètement. Mais c'est normal. Lorsque Jacques Duchesneau, l'enquêteur en chef de la police de Montréal, reçoit l'appel d'Yvon Lépine, il prend les choses en main rapidement. Alors, immédiatement, eux s'aperçoivent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas et qu'on ne parle sûrement pas d'une disparition, mais plutôt d'un enlèvement. Alors, c'est là que tout le processus se met en branle. Dans les premières interventions qu'on a faites, on a fait venir à peu près tout ce qu'il y avait de police, de libre, les unités qui sont mobiles, qu'on appelle chez nous, pour ratisser le secteur au complet. Alors, dans les premières heures, là, le secteur a été ratissé au complet. Le sergent détective Claude Le Sieur fait partie de la trentaine d'enquêteurs dépêchés par Jacques Duchesneau sur les lieux de l'enlèvement. La première tâche, ça a été d'aller fouiller un dépotoir de matériaux secs sur la rue d'Exon, où un témoin avait vu un véhicule et quelqu'un débarquer un sac vert. Alors, bon,
une de mes premières tâches, ça a été d'aller fouiller ce fameux dépotoir-là, pas seul, mais avec d'autres policiers. Et croyez-moi, tous les sacs verts ont été ouverts, puis la seule chose qu'on a retrouvée qui n'était pas d'une matière solide, c'est un chat qui était mort. Chaque porte de hangar a été ouverte, chaque fond de cour a été visité, chaque pierre a été retournée, parce que la première démarche, elle n'est pas d'enquête, mais vraiment d'opération policière, c'est-à-dire est-ce que l'enfant pourrait être dans un périmètre quand même assez court? Et si oui, mais tant mieux. Sinon, on savait qu'à ce moment-là, une enquête devrait être mise en branle immédiatement. Notre soirée, c'est un peu limité à ce genre d'intervention-là. Les ruelles ont toutes été faites dans le secteur. On a essayé de trouver des témoins aux alentours du parc. On est revenu bredouille et ça s'est terminé à peu près vers les 4-5 heures du matin, nos recherches dans le quartier. Plus l'heure avance, plus on s'aperçoit que on n'est pas dans la bonne direction, puis on ne pourra peut-être pas retrouver l'enfant. Et donc, quand des enfants sont impliqués dans des enquêtes, habituellement, c'est assez perturbant. Alors donc, le temps joue contre nous. Donc, quand on envoie un détective faire une vérification, rapidement, on va avoir un retour pour savoir si on se dirige au bon endroit. Et la plus petite bribe d'information peut devenir cruciale dans ce genre d'enquête. Les recherches se poursuivent toujours en vue de retrouver le petit Maurice Vien, 4 ans, disparu de la rue d'Orion hier après-midi. La tension monte chez les parents de Maurice. Sollicité par les médias accourus sur les lieux, il lance des appels à l'aide. C'est un petit garçon qui adore ça, se promener en automobile. Entre-temps, sur la rue d'Orion, eh bien, la famille Vien attend anxieusement le retour de leur enfant. On est bien inquiets. On voudrait qu'elle vienne au plus vite. Que Maurice, c'est un gentil petit bonhomme. Puis... C'est tout. J'ai bien hâte de voir mon gars. Bon, on voudrait dire à la personne qui a pris Maurice, là, qui a fait embarquer Maurice dans son auto, de, s'il vous plaît, le laisser quelque part, qu'il puisse demander de l'aide pour pouvoir nous revenir le plus tôt possible. C'est un petit garçon bien gentil, puis on veut pas le perdre. On veut qu'il revienne le plus vite possible. On est inquiets. Malgré l'apparente tristesse du père de Maurice, pour les enquêteurs, il demeure le principal suspect. Dès le début de l'enquête, les policiers de Montréal qui enquêtaient sur la disparition du petit Vien ont eu des difficultés avec son père parce que là, le gars, lui, il était nerveux, puis il était agressif. Son fils a disparu. Puis en plus, lui et son frère étaient en difficulté avec des gens du quartier. Il y avait une question de dette, là, que ces gens-là. Donc, finalement, les policiers les ont pris un peu les deux comme suspects, les ont interrogés. Puis c'était un bonhomme qui était assez costaud, puis qui réagissait fort. Donc, finalement, les policiers et puis le père du petit Vien avaient une difficile relation dès le départ de l'enquête. Alors là, il fallait éliminer les possibilités que ce soit le père qui soit parti avec l'enfant, parce que le père et la mère ne vivaient pas ensemble. Mais le père avait quand même quitté le domicile familial depuis quelque temps, et là, soudainement, le père arrive. Bien évidemment, notre première réaction comme détective, c'est que tout le monde devient un suspect. On a considéré cette possibilité-là dès le début de l'enquête. Les démarches des enquêteurs ont lavé le père de Maurice de tout soupçon. Mais les fréquentations de celui-ci laissent pour le moins à désirer. On a eu à transiger avec le père parce qu'il y avait des gens qui, semble-t-il, le pourchassaient. On l'a même caché dans un hôtel. Alors, pendant qu'on faisait des recherches pour retrouver l'enfant, il fallait aussi s'occuper du père. Et ça venait ajouter là, à l'horreur du drame. Parce qu'on vivait avec la mère une situation intense. On cherchait un enfant qui avait jamais demandé d'être enlevé et un père qui était erratique. L'hypothèse de la fugue est définitivement rejetée. Les membres de la famille, et plus particulièrement le père du petit Maurice, ne font plus partie de la liste des suspects potentiels.
Toutes les forces vives sont maintenant déployées pour trouver l'enfant. Une course contre la montre est entamée. En novembre 1984, Maurice Vien, 4 ans, est kidnappé derrière chez lui. Une vaste opération policière est déclenchée pour le retrouver. Les premiers soupçons ont tout d'abord été dirigés vers son propre père, mais ils se sont avérés non fondés. Le lendemain de la disparition, l'enquête reprend plus belle. La tristesse et l'urgence de la situation pressent les policiers. Dans une enquête comme celle-là, vous savez que ça vient toujours chercher des émotions. Autant pour les policiers en uniforme que pour les détectives. Les détectives vont travailler avec la famille, donc il y a vraiment un choc des émotions. Pour la pauvre mère du petit Maurice, l'attente est insoutenable. Les policiers ne doivent pas moins vérifier des faits, des hypothèses ou des soupçons avec son aide. L'état d'angoisse de Francine Legault est tel qu'il consulte d'abord un psychologue afin d'être le plus efficace possible. Et là, ça faisait 18 heures qu'il n'avait pas entendu parler de rien de la police. On s'est fait recevoir avec, comme on dit, une brique et un fanal. Et on s'est fait engueuler. Ça n'avait pas d'allure, on la tenait pas au courant, et ainsi de suite. Et là, on s'est dit, notre plan d'attaque, notre plan est foutu, on n'obtiendra rien. Et le psychologue nous avait, si vous réussissez à trouver la doudou de Maurice Vien, elle va vous l'arracher des mains et elle va tout vous raconter après. On était partis perplexes. On est arrivé là, après s'être fait engueuler. On est rentré dans la chambre et j'ai trouvé sa doudou. Et effectivement, elle me l'a enlevé. Et après ça, on s'est assis dans la cuisine. Et tranquillement, elle nous a fait confiance. À cette époque-là, on était tous relativement jeunes. Des gars, à peu près dans 35-40 ans. Plusieurs avaient des enfants de cet âge. Moi, j'en avais un qui avait 6 ans, puis l'autre avait 3 ans et demi. Alors, quand le soir, je voyais mon gars de 3 ans et demi, mais c'est le petit que je voyais. Madame Vien, c'est une personne tellement bien, tellement simple, tellement humble, que, écoutez, on faisait partie de la famille. Elle nous a raconté pratiquement... on aurait pu savoir à peu près n'importe quoi de sa vie. Et finalement, cette entrevue-là nous a permis d'éliminer complètement la famille. À Montréal, les recherches policières se poursuivent en vue de retrouver le petit Maurice Vien, disparu depuis 13 heures hier. Une trentaine de policiers, assistés de nombreux volontaires, ratissent tout un quartier de l'est de Montréal dans l'espoir de retracer le bambin. Alertés par les médias, les Montréalais sont touchés par la tragique histoire. La nouvelle n'a pu échapper à personne. Plusieurs pensent avoir de l'information pertinente à transmettre aux policiers. Il y a tellement d'informations qui entrent. Vraiment, là, à chaque heure, les téléphones ne dérogissent pas. Tout le monde pense avoir vu l'enfant à tel endroit. Ça nous prend une coordination. Et là, on a utilisé mon ordinateur personnel parce que à ce moment-là, les services policiers ne travaillent pas encore avec des ordinateurs. On a encore des vieux dactylos. Mais là, on a besoin d'un outil pour coordonner toutes les informations qui entrent. Mais il faut les valider après les informations-là. Et on les a toutes validées. Alors, ça a demandé un travail énorme. Et il n'y a pas grand monde qui a dormi là, dans ça. Là. Une enquête, c'est comme faire un casse-tête. Et chaque pièce devient importante. Si on est capable de voir le portrait d'ensemble, hein, on est proche d'atteindre le but qu'on s'est fixé. Et dans ce cas-là, c'est de retrouver l'enfant vivant le plus rapidement possible. Au cours des 48 heures suivant la disparition de Maurice, les policiers vont de déception en déception. Tout le monde était chargé d'adrénaline. On cherchait notre enfant. Je pense que c'est la meilleure façon de l'expliquer. Au 3e jour de la disparition de Maurice Vien, le samedi 3 novembre, un Montréalais contacte les policiers.
Au cours d'une balade en vélo, il a trouvé un petit blouson de ski sur le bord du Richelieu, sur la rive sud de Montréal. En l'examinant, il s'est rendu compte qu'il y avait un nom décrit sur la doublure. Celui de Maurice Vien. Donc, on quitte le centre-ville de Montréal, puis là, on étend notre secteur de recherche pour se ramasser sur les bords du Richelieu. Et à partir de l'endroit où on trouve le manteau, là, on commence à faire de la fouille systématique. Ça nous amène en fin de journée, le samedi. On a une centaine de policiers qui sont sur les lieux. On continue le dimanche. Là, il y a des policiers de la Sûreté du Québec qui se joignent à nous. Alors, on déploie et là, on fait de la fouille vraiment systématique à partir de l'endroit où on trouve le manteau. Mais moi, à ce moment-là, quand ils ont trouvé le manteau, je savais que Maurice était déjà mort. C'est fort à dire, là, mais mon cœur de mère savait qu'il était mort. J'ai eu comme une apparition, que je pourrais dire. J'étais assis dehors, puis c'est comme s'il y avait quelqu'un, comme une Sainte Vierge, je pourrais dire, qui avait Maurice dans ses bras, puis elle m'a dit, je vais prendre soin de lui. C'est sûr, t'espères toujours que... Qu'est-ce que tu ressens, là, c'était pas ça pantoute, là, tu sais. C'est sûr, j'aurais aimé mieux le retrouver puis le serrer dans mes bras, là, tu sais. Mais c'est sûr, tu veux qu'on te le retrouve. L'affaire a semé un tel émoi dans la population que de nombreux citoyens se joignent aux recherches lancées par les policiers. J'ai été vraiment étonné de voir comment est-ce que la population était derrière ce type d'enquête. Il y a un monsieur qui nous est arrivé, c'est un industriel, qui est arrivé avec son hélicoptère et le pilote d'hélicoptère, puis il dit, écoutez, je vous offre mon hélicoptère pour la journée. Puis les gens nous offraient leur service pour aller fouiller des boisés ou des endroits. On est toujours au mois de novembre, on est dans la terre mouillée, on est dans le bout, dans le fond. Dans ce genre d'enquête, quand ça touche un enfant, on est toujours optimiste. 3 jours après l'enlèvement, on découvre le manteau. Pour nous, il est encore en vie. Il doit être encore en vie. Et ce qui va nous arrêter, finalement, dans cette démarche, c'est si on trouve le corps. Sinon, le temps joue contre nous et il faut mettre, à ce moment-là, tout ce qui est à notre disposition pour trouver l'enfant le plus rapidement possible. Mais on n'a jamais perdu espoir qu'on pouvait le trouver encore vivant, même si ça faisait 3 jours. Moi, je peux vous dire que sur un très vaste territoire, il y a à peu près juste les roches qui sont restées, puis les brindilles qui sont restées dans les champs. Que ce soit un bout de cigarette, que ce soit n'importe quoi, tout m'était rapporté. Une 3e journée de recherche infructueuse passe ainsi. La tension monte. Chez la mère du petit disparu, comme chez les policiers. Il est toujours difficile pour un policier de dissocier sa vie professionnelle et sa vie personnelle. On est tous, à ce moment-là, de jeunes hommes, on a de jeunes enfants. Alors ça, c'est une torture morale tout le long de l'enquête. Non seulement pour moi, mais pour les gens avec qui je travaillais. C'est bien évident que c'était... On se couche, on dort rapidement, on prend une douche et on revient parce que notre tâche n'était pas encore complétée. Pour retrouver Maurice Vien, les policiers ont remué ciel et terre, sans résultat. Finalement, au 5e jour de leur course folle contre la montre, un policier venu de Québec va faire une terrible découverte, non loin de l'endroit où a été trouvé le blouson de ski du petit. Dès lors, ce n'est plus un enfant que l'on cherchera, mais un assassin. Maurice Vien a été enlevé le 1er novembre 1984. La police montréalaise a tout mis en œuvre pour le trouver, mais en vain. 5 jours plus tard, on trouve son corps martyrisé dans une maison abandonnée de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Claude Le Sieur, débarqué tôt sur les lieux, n'a rien oublié de la scène. Ben, écoutez, monsieur, j'ai passé plusieurs années à la section des homicides. J'en ai vu des cadavres. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est sûr que dans le cas d'un enfant, ça va nous chercher, vous savez.
L'horreur est totale. Un lourd rouleau de papier goudronné recouvre une partie du corps de l'enfant. Il a été sauvagement battu à coups de bâton. Son pantalon et sa petite culotte sont rabattus sur les talons. Sa chemise est remontée jusqu'aux épaules. Des genoux jusqu'au haut du corps, la peau est violacée. Il y a un enfant de 4 ans, monsieur, qui est enlevé. Un enfant de 4 ans qu'on retrouve dans des conditions semblables, dans un endroit semblable. Là, c'est de l'irrationnel. Il n'y a pas aucun enquêteur qui peut dire, qui peut se mettre à la place, de la victime, évidemment trop jeune, et du suspect. Il n'y a pas personne ici dans le studio qui peut penser à ça. C'est de l'irrationnel. On n'est pas capable de penser comme enquêteur. Alors, on pense comment? On pense avec nos cœurs, avec notre cœur et nos tripes. Ça a été le cas du petit Maurice Viens. Jacques Duchesneau accourt à son tour sur les lieux de la terrible découverte. Ouais, là, imaginez, là, on est en novembre, il fait froid. On est dans une maison qui n'a pas d'électricité. Et quand on entre à l'intérieur, il y a un énorme trou dans le plancher. C'est une maison qui est en construction. Donc, du premier plancher, on peut voir dans le fond de la cave. Et là, on éclaire avec des lampes de poche. Et là, on voit le corps de Maurice Viens. Moi, j'ai toujours dit, de façon imagée, je pense que tout le monde, notre cœur est arrêté à ce moment-là. Battre un enfant à mort, ça se comprend pas. Pour y arriver, c'est là qu'il faut faire intervenir soit la maladie. Si on avait pu trouver la personne qui a fait ça, puis on avait pu l'évaluer, on serait peut-être rendu compte que c'est quelqu'un qui n'est absolument pas dans la réalité et complètement malade. Ou encore, c'est quelqu'un qui a tellement de rage en lui, tellement de colère, qu'il a besoin de la défouler pour s'en libérer. Mais c'est clair qu'on n'est pas dans le domaine du rationnel. Tuer un enfant, c'est déjà horrible. Les circonstances qui ont amené à la mort sont peut-être encore plus horrifiantes. Parce qu'on a su, d'abord par les marques sur le corps, mais aussi par des prélèvements qui ont été faits, que non seulement c'est un enfant qui a été tué, mais qui a été torturé. Et ça, c'est difficile. Dès la découverte du corps de Maurice, on dépêche Yvon Lépine auprès de la mère du petit. Sa mission s'annonce déchirante. Ma tâche, c'était de la garder chez elle jusqu'à temps qu'on ait la certitude que c'était Maurice. J'aurais aimé qu'il vienne me chercher pour que j'aille le chercher. C'est sûr que ça se fait pas, là. C'est quand même une scène de crime, comme on dit. Mais oui, j'aurais aimé ça. Ça a été des heures qui m'ont paru des journées de rester dans son domicile, assis à table, à écouter la radio, parce qu'elle ne voulait pas fermer la radio. Elle voulait des bulletins de nouvelles à toutes les 5 minutes. Et là, qu'est-ce que tu veux dire? On ne peut pas y parler de la pluie et du beau temps. C'est pas ça qu'elle veut entendre. Et à toutes les 15 minutes, vous allez m'emmener? Non, on s'en va pas là. On y va pas. Il n'est pas question qu'on y aille là. Et ça revenait toujours, là. Alors, c'était la soirée la plus pénible de ma vie. Vers 2 heures du matin, le téléphone sonne. On apprend à Yvon que le corps retrouvé plus tôt dans la journée est bien celui de Maurice. Il transmet alors la déchirante nouvelle à la mère qui doit maintenant confirmer l'identification. J'ai dû l'amener à la morgue, à la Sûreté du Québec, pour qu'elle identifie Maurice. Ça, c'est la pire chose que j'ai faite dans ma carrière. L'amener une femme identifier son fils. J'ai vraiment pas aimé ça. Il l'avait magané. C'est ça, c'est quand même spécial là, de voir ton bébé à travers d'une vitre. Là. Tu y vois juste comme la face pour l'identifier. Tu peux même pas l'approcher, tu peux même pas le serrer dans tes bras, comme même s'il est mort. En tout cas, tu veux pas, tu veux le prendre. T'sais. Ben oui, c'est ça. Écoutez, tout parent
qui vit la perte d'un enfant a un deuil à faire qui, en soi, est extrêmement difficile à faire. Perdre un enfant de façon subite, comme ça, dramatique, sans avoir été préparé, c'est déjà pour un parent presque inacceptable. Et si on ajoute au fait que cet enfant-là a été agressé, a été battu et mort d'une façon tragique, probablement dans des souffrances, écoutez, ça fait un deuil qui devient presque impossible à faire. Tu l'imagines, mais tu peux pas t'imaginer que ça va t'arriver ou quelqu'un va le faire à ton enfant, tu sais. Bon, tout le monde le sait, il y a des enfants qui se font violer, qui se font battre. Mais tu penses pas que quelqu'un va venir chez toi, en face de chez toi, voler ton enfant, puis le battre à mort, là. Tu sais, puis le laisser dans le fond d'une cave. En tout cas, ça dépasse l'entendement, là, ça, là. Moi aussi, sont grandes, mes émotions, là, mais j'ai un travail à faire, là. Faut que je le fasse, là, tu sais. Même s'il y a une larme qui coule, faut que tu l'essuies, puis il faut que tu continues, là, t'sais. C'était un moment extrêmement difficile. D'abord, difficile d'accepter l'échec et difficile de voir dans quelles circonstances tu trouves une personne qui, dans ta tête, est encore vivante il n'y a pas longtemps. Alors, ça a été difficile. 25 ans plus tard, je pense qu'on trouve ça très difficile. Écoutez, oui, les policiers, c'est des êtres humains. C'est des êtres humains comme n'importe qui. Dans le cas du petit, j'ai mon fils le plus jeune. Je vous dis, j'y trouvais des ressemblances, mais des ressemblances très proches. Je ne sais pas qui remercier pour que lui soit là. Quand on vit des enquêtes comme celle-là, tu n'accroches pas ton manteau en quittant le poste de police, tu te dis « je reviens à un être humain », tu es un être humain tout le temps. Et tu vis avec ce fardeau-là. Moi, je me rappelle que le soir où je suis revenu à la maison, je suis allé chercher mes enfants et je suis allé les amener dans notre lit. Ils ont couché une partie de la nuit entre moi et ma femme. C'était ma façon de dire « mais je vous protège ». L'affaire Maurice Vien est celle qui commence en fait divers et qui, dans leur dénouement, aboutissent en drame public. 9 jours après l'enlèvement de l'enfant, 1 millier de Montréalais s'entassent dans l'église Sainte-Marguerite-Marie pour lui faire leurs adieux. C'est clair que ça peut toucher toute une collectivité. C'est clair que tout le monde peut être en état de choc de dire que ça peut arriver chez nous. C'est des choses qu'on voit, mais ça arrive jamais chez nous. Que dire que ça arrive chez nous, ça arrive proche de chez nous, qu'il y a quelqu'un qui se promène dans notre société à nous, dans laquelle on vit, qui fait des choses comme ça. C'est clair que la société, pendant un certain temps, peut être en état de choc, oui. Pendant les obsèques du petit Maurice, l'attention des enquêteurs puis des médias se tourne sur une autre disparition, celle de Sébastien Métivier, 8 ans, et son copain, Wilton Lubin, 12 ans. Les 2 enfants ont été vus pour la dernière fois le même jour que l'enlèvement de Maurice, et ils habitent à quelques coins de rue de la famille Vien. Si l'on a d'abord cru à une fugue à cause de leur âge, la thèse de l'enlèvement s'impose de plus en plus. La question sera éventuellement sur toutes les lèvres. Un seul prédateur pourrait-il être l'auteur des 3 kidnappings? En novembre 1984, le corps du petit Maurice Vien est retrouvé dans une maison abandonnée de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Tout laisse croire que 2 autres enfants ont été enlevés le même jour que Maurice à quelques rues de chez lui. Les forces policières se lancent alors dans une chasse à l'assassin. Le père de Maurice ayant été blanchi, des doutes émergent autour d'un autre suspect. Un chauffeur de taxi opérant dans le secteur où a eu lieu les enlèvements. Il s'est lui-même présenté au poste de police afin d'y faire une déposition. Ses propos semblent louches. On l'arrête 2 jours plus tard afin de l'interroger. Moi, j'assiste à l'interrogatoire derrière un miroir, une vitre sans teint, et je peux voir le comportement pendant que les enquêteurs posent des questions. Et là, il se passe quelque chose de vraiment étrange lors de cet interrogatoire-là. Quand ce fameux chauffeur de taxi est confronté à une situation qui l'amène pas loin du jeune Vien, il se retourne à sa droite et parle à une personne qui n'est pas là, un personnage fictif.
Et là, il commence à dire des choses comme « Ah, c'est ça que tu y as fait, petit viens. » Donc, on voit là qu'il est dans un délire complet. Ce qui nous a vraiment troublés dans cet interrogatoire, c'est que cette personne nous a mentionné des choses que seul le tueur pouvait savoir. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il n'est peut-être pas étranger à ce qui a pu se passer. De s'adresser à une troisième personne qui est manifestement pas là, ça c'est plus du registre de la psychose. On va voir ça, par exemple, chez les schizophrènes qui entendent des voix et qui sont convaincus que les voix doivent venir de quelque part. C'est pas du tout du registre de la personnalité multiple dans ce cas-là. C'est du registre d'une psychose, de la schizophrénie, quelqu'un qui entend des hallucinations et qui va répondre à la personne. Ce bonhomme-là conduisait des taxis. C'était des taxis qu'il louait. Et pour avoir rencontré le propriétaire qui fait la location de plusieurs autotaxis, il se souvient, de façon contemporaine à l'enlèvement, que quand notre suspect est arrivé à ramener le taxi au garage, le propriétaire a dit « Mais coudonc, es-tu allé dans le bois? Est-ce que tu es allé avec ça? » Parce que le taxi était tout seul. Et finalement, il y a quelqu'un qui, au moment de l'interrogatoire, est venu nous servir un ordre de cours parce que, étant donné qu'il avait reçu des traitements dans un institut psychiatrique de Montréal, il est venu nous servir une ordonnance de libérer immédiatement l'individu pour l'amener dans l'institut psychiatrique. Alors, l'interrogatoire s'est terminé là. Ils ont été forcés de le libérer parce qu'en vertu de la loi sur les malades mentaux, de la protection des malades mentaux, cet homme-là devait subir des traitements parce qu'il avait des problèmes. Donc, il a été envoyé à l'hôpital psychiatrique Louis-H. Lafontaine. Mais je peux vous dire, moi, qu'il y a des éléments que cet homme-là nous a dit, qu'on retrouvait sur la scène de crime. Pour moi, ça va un petit peu au-delà du hasard. Évidemment, ce qu'on avait, c'est une preuve qui était circonstancielle. Et ce qui venait crémer le tout, c'est qu'il était sur la protection, la loi de la protection du malade mental. Mais quant à moi, retraité, ça a été le meilleur des suspects. Et c'est ça. On s'en doute. Cette démarche des psychiatres de Louis-Hippolyte Lafontaine ne satisfait pas les policiers. Les psychiatres dans notre société, avec les lois qui nous régissent, sont un peu mal pris. Dans le sens qu'on fait reposer beaucoup de responsabilités sur les psychiatres, d'évaluer les patients, d'évaluer leur dangerosité, d'essayer de la prévoir. Donc, c'est clair que dans notre société, on est pro-liberté, c'est ce qui est une excellente valeur. Donc, on donne la chance au coureur. Et le psychiatre, lui, doit fonctionner dans ce cadre légal, à savoir que s'il n'y a pas une évidence que le patient présente un danger, il n'a pas le droit de le garder. Après quelques temps passés dans un hôpital psychiatrique, le chauffeur de taxi obtient son congé. Les médecins estiment qu'il lui suffira d'être suivi en clinique externe. Et il y a un médecin de Louis-H qui a déclaré à un journaliste, sous le couvert de l'anonymat, que ce patient-là avait obtenu son congé parce qu'il ne constituait pas un danger pour la sécurité du public. Comme policier, j'ai juste, malheureusement, à constater qu'il y a des gens dans notre société qui veulent faire du mal à des enfants. Et mon rôle comme policier, c'est de m'interposer pour empêcher que ça arrive. Je peux pas solutionner tous les problèmes de la société. Je peux pas être en même temps policier, justicier, juge et psychiatre. Je dois juste composer avec les éléments que la société me donne. Mais s'il faut me demander d'un point de vue personnel, ben oui, ça me laisse perplexe. Moi, qu'il y a des gens qui seraient mieux en établissement que des gens soient libérés. Est-ce que c'est le cas ici? Bon, je suis pas placé pour le savoir. Je peux pas vous dire. Je sais juste que quand tu es à l'autre bout du processus, c'est que c'est toi qui ramasses les corps, ça devient difficile à accepter. Malgré leurs déceptions et leurs doutes, les policiers continuent leur chasse et enquêtent sur la disparition de Sébastien Métivier, 8 ans, et de celle de son copain, Wilton Lubin, 12 ans. Maurice Vien est enlevé le 1er novembre 1984.
à une vingtaine de pâtés de maisons plus loin, 2 autres enfants sont enlevés la même journée, alors qu'on n'avait pas d'enlèvement d'enfants à Montréal depuis plusieurs années. C'est une coïncidence. Est-ce qu'une même personne est capable d'enlever 3 enfants? Est-ce que c'est un réseau qui enlève des enfants, donc des pédophiles? Est-ce que ce sont des tueurs en série qui sont à l'œuvre? C'est à ça qu'on est confronté. Ça a pris beaucoup de temps avant que les policiers admettent ou pensent qu'il y ait une possibilité de lien entre 3 enlèvements. 3 disparitions, en fait, puisqu'on ne parlait pas d'enlèvement à l'époque. Que 2 tueurs différents agissent la même journée pour enlever et tuer des enfants à peu près du même âge, statistiquement, c'est à peu près impossible. C'est comme si je vous disais, est-ce que c'est possible de gagner la 649 puis le Super 7 la même semaine avec 2 billets différents pour la même personne? C'est toujours possible. Mais statistiquement, c'est presque impossible. La loi des probabilités veut que ce soit un tueur unique qui agit dans ces 3 cas-là plutôt que des tueurs différents, c'est évident. 1 mois après la double disparition, on découvre le corps de Wilton Lubin dans les eaux du fleuve Saint-Laurent, à la hauteur des îles de Boucherville. Il a la gorge tranchée. Le corps de Sébastien Métivier ne sera jamais trouvé. Mais le macabre décompte ne s'arrête pas là. Il y a eu aussi le cas du petit Denis Roux Bergevin, un petit garçon, un petit bonhomme de 5 ans, qui, lui, est disparu en juin 1985, soit dans les mois qui ont suivi le meurtre de Maurice Vien. Et c'est un cas qui présentait plusieurs similitudes, parce que c'était encore un jeune garçon, c'était arrivé en plein jour dans un quartier du centre-sud. Le petit Roux Bergevin, il venait de dîner, il était sorti à l'extérieur en attendant de prendre son dessert. Et il est jamais revenu. Donc, à ce moment-là, même chose, les recherches s'étaient mises en branle, il y a un paquet de bénévoles qui avaient cherché, les policiers avaient tout ratissé le secteur. Et le corps de l'enfant avait été retrouvé sur la rive sud de Montréal, encore une fois, comme Vien, qui avait été découvert sur la rive sud. Le corps de Denis Roux Bergevin a été trouvé dans un sous-bois, face contre terre, les culottes baissées. Il était couvert d'échymose de la tête aux fesses, et il avait manifestement été battu à mort à coups de bâton ou de planche, tout comme Maurice Vien. La différence, c'est que dans le cas de Denis Roux Bergevin, il avait été agressé sexuellement, ce qui n'était pas le cas de Maurice Vien. Maurice Vien, Sébastien Métivier, Wilton Lubin au début de novembre 1984. Puis, 6 mois plus tard, le petit Denis Roux Bergevin. Mais ce n'est pas tout. Le corps de Michel Étier, 12 ans, de Repentigny en banlieue de Montréal, est repêché dans les eaux du Saint-Laurent à la hauteur de Sorel à la fin de mars 1985. Il était porté disparu depuis le 13 décembre 1984, soit 1 mois et demi après les Vien, Métivier et Lubin. Il a été tué par strangulation. Cette série d'enlèvements d'enfants est une première au Québec. L'enquête semble piétiner, mais les policiers n'ont pas dit leur dernier mot. En novembre 1984, l'enlèvement puis le meurtre du petit Maurice Vien, 4 ans, bouleverse toute la communauté. La série d'assassinats d'enfants qui suit le tragique événement dans la région de Montréal sème la consternation. En quelques 7 mois, entre novembre 1984 et juin 1985, on se retrouvait avec 5 cas de disparition et de mort d'enfants dans la grande région de Montréal. C'est énorme, on n'avait jamais vu ça avant et on n'a jamais vu ça depuis. Les années passent et l'enquête semble s'enliser. Mais à la Sûreté du Québec, on ne lâchera jamais prise. Chez eux, on a fini par croire en la possibilité d'un seul et même assassin. Un tueur en série qui aurait peut-être frappé pas moins de 7 fois dans la région montréalaise à la même époque. En 1992, 8 ans après la mort de Maurice Vien, une délation faite via le programme Infocrime permet à de nouveaux enquêteurs de se pencher sur un autre suspect. Plusieurs années après, ils ont eu un suspect qui demeurait dans l'Est, près des résidences des petits Wilton Lubin puis Sébastien Métivier. Là, les policiers ont pensé peut-être que le petit Maurice Vien a été kidnappé dans l'Est, amené à la résidence du suspect, puis que les autres jeunes ont été témoins ou tout ça, puis qu'on les aurait éliminés parce qu'ils étaient témoins là, du premier enlèvement. Le suspect en question est un récidiviste de 44 ans au lourd casier judiciaire, Jean-Baptiste Duchesneau. Selon les dires d'un de ses proches, il pourrait être l'auteur des meurtres de Wilson Lubin et de Sébastien Métivier.
Les enquêteurs réussissent à obtenir plusieurs témoignages confirmant qu'il a été la dernière personne vue avec les deux enfants le jour de leur enlèvement. En 1973, à Québec, il a été trouvé coupable d'un meurtre d'une fillette de 6 ans. Et à ce moment-là, Duchesneau a été arrêté, puis a été effectivement détenu. Il a été à Pinel pendant un certain temps. Et en 83, il a été mis en libération conditionnelle pour une période jusqu'en 85 à peu près. Suite à ces événements-là, un peu plus tard, vers 87, il a été arrêté pour des accusations d'inceste et d'agression sexuelle sur des enfants. Puis il a été incarcéré à la prison de la Macasa dans les Hautes-Laurentides. Dès le premier stade de l'enquête, en novembre 1984, les policiers ont frappé à toutes les portes du voisinage et n'ont pas manqué de visiter le logis de Duchesneau. En liberté conditionnelle à cette époque, il décide de s'enfuir temporairement dans la région de Québec pour éviter d'être interrogé. Sa compagne se garde bien de mentionner sa présence aux policiers, car avant de partir, il l'a supplié de ne pas parler de lui à la police, car il risquait d'avoir des problèmes à cause de ses antécédents judiciaires. Le 1er novembre 1993, jour anniversaire de la tragique disparition des Viens, Lubin et Métivier, les enquêteurs Roger Pilon et Guy Préfontaine rendent visite à Duchesneau. On l'a informé des motifs de notre visite, à savoir la disparition des jeunes Lubin et Métivier et le meurtre de Wilton Lubin. Il est devenu très nerveux. Bien honnêtement, je pense que je vous dirais que les deux jambes lui ont coupé. Et puis, par la suite, durant l'interrogatoire, il est devenu tendu. Il était stressé. Je dirais même qu'à un moment donné, il était dans un état de panique. C'était vraiment la panique. On avait prévu un test polygraphique. On lui a demandé s'il accepterait. Puis il a accepté, il a signé le document. Lorsqu'on est revenu à Montréal, mon partenaire Guy Préfontaine est allé voir le juge à la Cour supérieure pour faire signer les documents. Et moi, j'étais au bureau pour faire des dernières vérifications. Puis, à ce moment-là, j'ai reçu un appel du centre de la Macasa à l'effet qu'il venait de trouver Duchesneau qui s'était suicidé. Et ça finit comme ça. Il a apporté son secret avec lui. Il y avait une grande déception. On était près de la fin. On voulait arriver à une étape de soit disculper Jean-Baptiste Duchesneau de cet événement-là ou l'inculper pour le faire juger relativement à ces faits-là. Et puis là, on se retrouve devant rien. Il est parti tout simplement avec son secret. Et en bout de ligne, on est 25 ans plus tard, j'ai toujours pas la satisfaction d'avoir terminé cette enquête-là. C'est triste. Je pense que je peux parler pour tous les enquêteurs de la CUM, du poste 33 et les autres qui ont touché à l'enquête de Maurice Vien. Si à un moment donné, on aurait la conviction par un juge et 12 jurys de celui qui a commis le crime, monsieur, je pense qu'on pourrait partir en paix. S'il y a quelqu'un qui sait quelque chose, dites-les donc. Après 25 ans, on a le droit de savoir. Puis c'est sûr que les personnes qui ont fait ça, ils peuvent pas avoir gardé ça pour eux autres seuls pendant 25 ans. Vivre avec ça 25 ans. Moi, ça fait 25 ans que j'entends avec le mal qu'il a fait à cet enfant-là. J'entends Maurice pleurer. Fait qu'imagine, lui, il a fait mal. Fait que j'imagine qu'il y a encore des images de ça. Je me demande comment il fait pour vivre avec ça.